Bonjour à toutes et à tous, alors bienvenue à ce webinaire intitulé «L'entreprise libérée sans raison d'être n'existe pas». Alors j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui en virtuel Blaise Amir Tamasseb, directeur du centre de formation de Monsieur Bricolage, IFOGECO. Après avoir gravi les échelons de Monsieur Bricolage, Blaise dirige ce centre de formation avec une philosophie qu'il veut proche de l'entreprise libérée, jusqu'à ce qu'il entende parler d'holacratie par le biais de Christophe Mistou, directeur général de Monsieur Bricolage, si je ne me trompe pas. Et il décide donc en 2018 de se faire accompagner par IGI pour le mettre en place. Et pour Blaise, ce qui prime vraiment pour libérer une entreprise, c'est la raison d'être. C'est le sujet qu'il souhaite développer aujourd'hui avec ce titre un peu provocateur. L'entreprise libérée sans raison d'être n'existe pas. Bonjour Blaise. Bonjour. Alors, on va commencer d'abord par quelques questions préparées et puis ensuite, on ouvrira les questions aux participants. Première question un peu générale pour resituer le contexte. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi vous êtes parti en holacratie au sein d'IFOGECO et quelles ont été tes motivations? Alors, la rencontre d'Holacratie, elle se fait en fait effectivement en 2017. Moi, j'ai un parcours où je viens en fait du magasin. J'étais enfin de l'opérationnel. J'étais directeur de magasin, directeur de région, et puis on m'a confié donc l'organisme de formation. J'ai découvert le monde de la formation avec plein de choses un petit peu étranges. Et surtout en 2014, la première réforme que j'ai vécue du monde de la formation, avec quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, finalement assez difficile pour moi. On est arrivé à bien la digérer, mais j'ai trouvé qu'on a eu beaucoup de mal à coucher ça. J'étais resté encore sur le modèle très manager classique, où il fallait que tout ce qui était stress, angoisse, je le garde pour moi, je ne le partage pas et que je sois plutôt dans le côté rassurant et apporteur de solutions pour les équipes. Et quand la nouvelle réforme se profilait, celle de 2018, dès fin 2016, je me suis dit, bon, ben, il ne faut pas qu'on vive la réforme qui va venir comme on a vécu celle de 2014, même si on est arrivé à des bonnes solutions, de la façon dont il y a eu trop d'efforts, trop de difficultés. En tout cas, on devrait pouvoir faire beaucoup mieux. Donc, en cherchant, en regardant ce qui se passait, j'étais en train de lire le livre de Frédéric Laloux sur réinventer les organisations, quand j'ai eu la chance, comme tu le disais, de pouvoir participer à un séminaire en holacratie, puisque en fait Christophe Mistou, notre nouveau DG, venait d'arriver et voulait qu'un certain nombre de personnes soient sensibilisées à l'holacratie, puisqu'il l'avait expérimenté par 2 fois dans son expérience professionnelle. Il ne m'a pas demandé de passer IFOGECO en holacratie, mais juste dit, voilà, il faut qu'il y ait des gens qui soient un petit peu formés. Et après ma semaine, je me suis dit, en fait, c'est plus qu'intéressant. En fait, je pense que c'est l'outil qui va nous aider, nous, IFOGECO, à mieux aborder la prochaine réforme pour différentes raisons. À l'époque, les deux raisons principales, puis après on a découvert une bonne troisième avec l'expérience, mais les deux raisons principales. Bon, la première, c'est effectivement c'est le recentrage, j'ai envie de dire presque permanent, sur la raison d'être, sur le sens des choses et pourquoi on le fait à tout niveau, hein, que ce soit dans un rôle, mais aussi bien dans la raison d'être même de l'organisme vivant qu'est IFOGECO. Et la deuxième raison, c'est que au moment où j'ai fait le séminaire, j'étais dans ma réflexion, j'étais en train de me dire, OK, c'est bien de libérer les équipes, mais si on ne leur donne pas d'outils pour les aider à faire les choses, ça risque de ne pas marcher. Et un des outils qui me semblait important, c'était des outils de communication. Souvent, dans des structures classiques, les gens peuvent, le manager régule beaucoup la communication, régule beaucoup le fait qu'on fasse attention à la voix de chacun, aux idées de chacun. Et là, si on libère les gens et qu'on les laisse avoir une relation d'adulte à adulte, eh bien, il faut qu'on les outille pour ça. Et la réflexion du moment était de dire, il faudrait peut-être qu'on fasse tous une formation à la communication non violente, parce que bon, c'est une forme de communication qui me semblait assez adéquate. Et
séminaire, ce que j'ai découvert, c'est que je trouve que dans les protocoles, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de la communication, mais j'ai trouvé que dans les protocoles qu'il y a sur les réunions de gouvernance ou les réunions de triage, on avait des choses qui se rapprochaient, en tout cas qui me semblaient déjà bien matures pour aider les uns et les autres à communiquer avec l'émotion qui est dans son endroit et au bon endroit, avec l'expression de son besoin, l'expression de ses demandes, et que tout ça était assez clarifiant. Et finalement, c'est ça une bonne communication. C'est pas tout mettre en même temps et faire un gros package qu'on livre un peu comme ça, ce qui arrive bien souvent dans nos échanges entre collègues de manière classique, mais la capacité de chacun à pouvoir dire les choses comme ça et à savoir écouter les autres comme ça. Donc, ça est la raison d'être. Je me suis dit, OK, c'est un bon outil, ça va nous aider. Et tout seul, je voyais bien que j'étais un peu comme Monsieur Jourdain. J'essayais de faire de la poésie, mais ce n'était pas terrible. Merci pour cette remise en contexte. Alors, tu parles beaucoup de raison d'être, c'est un élément important. En quoi tu penses que c'est important dans une transformation d'organisation telle que vous l'avez faite? Je pense que c'est plus qu'important. Je pense que c'est essentiel parce que si on libère les gens sans qu'ils aient le phare qui les guide, en fait, ils vont être libérés et puis ils vont avoir l'impression qu'ils vont peut-être inventer leur propre raison d'être et légitimement. Et sauf que si on est libéré dans une entreprise, il faut à la fois respecter effectivement chaque individu, mais aussi l'entreprise en tant que telle avec sa raison d'être. Donc ça demande à ce que on soit très explicite et très clair là-dessus, parce que en tout cas de l'expérience que nous on a depuis 2 ans, ce qui fonctionne pas bien quand il faut faire des réglages, c'est à chaque fois des personnes qui en fait, ne se sentent. Alors, c'est pas forcément qu'elles sont pas d'accord avec la raison d'être, mais elles se sont un petit peu déviées et qu'elles mettent en avant plus leur propre motivation ou leur propre envie que par rapport à la raison d'être de l'entreprise. Je pense que ça, c'est vraiment. Enfin, puis moi, j'aime bien rentrer par le why, hein, par le sens des choses. Et je trouve que on peut d'autant plus libérer les choses et laisser les gens vraiment en confiance qu'on sait ils sont vraiment bien alignés sur le pourquoi des choses, à quoi l'entreprise, quelle est la mission de l'entreprise, à quoi elle sert finalement. Merci. Alors, Alors, je ne vais pas du coup, par raconter rapport à... d'histoires, comme tu as dit que j'aimais raconter des histoires. Comment? Comme tu as dit que j'aimais bien raconter des histoires, du coup, je me suis dit, oups, il va falloir que je fasse attention. Ah, mais oui, j'aime bien c'est vrai que j'aime bien tes petites histoires. Toujours assez sympathiques pour agrémenter, mais je suis sûre que ça viendra au fil de la conversation. Ouais. Du coup, pour Ifogeco, quelle est la raison d'être d'Ifogeco? Et puis, quel est son impact d'abord sur les Ifogéceurs et puis ensuite sur les clients? Alors, la raison d'être d'Ifogeco, on est un organisme de formation, donc notre raison d'être, c'est de développer les compétences de l'ensemble des collaborateurs du groupe pour permettre la performance des entreprises du groupe. Je pense que c'est important. Tu vois une petite histoire. Quand je suis arrivé, bon, moi j'arrivais, donc mon poste d'avant, j'étais directeur de région, donc plutôt assez opérationnel et assez chiffre. Bon, on me refile, je me retrouve à Ifogeco et ma première question, c'est à quoi on sert? On s'est informé, Blaise, oui, mais ça marche? On peut le prouver? Bah non, tu sais, c'est compliqué, la formation, c'est pas comme ça, c'est pas tout de suite, il faut des résultats, et cetera. Et finalement, il y avait une espèce de c'est toujours, c'est le sens de la formation, c'est-à-dire que, c'est pas juste pour faire plaisir, c'est pas juste pour répondre à des obligations, sociales de l'entreprise. Si on forme les équipes, c'est pour qu'elles soient, plus compétentes et que ça ramène à plus ou moins long terme, hein, on n'est pas obligé que ce soit avec un retour sur investissement, très rapide. Mais du coup, d'ailleurs, on avait fait, alors c'était plutôt une analyse macro, mais on avait repris sur 150 magasins, sur un réseau de 400, donc un tiers des magasins. J'avais tous les chiffres, les bilans, les comptes d'exploitation, etc. Et on avait pu démontrer une corrélation entre le tiers qui utilisait le plus la formation et la performance sur 3 ans et du chiffre d'affaires, du résultat net, voire même ce qu'on appelait à l'époque la CAF, la capacité d'autofinancement. Et la formation n'était pas l'unique chose, mais on voyait qu'en tout cas, les magasins qui performaient, c'était ceux aussi qui utilisaient 4 fois plus que les autres la formation. Et que ça faisait certainement partie d'un des outils qui expliquait la performance de ces magasins-là.
Et je pense que voilà, notre raison d'être, elle est là-dedans. Elle est bien entendu centrée sur l'humain, mais toujours au service d'un collectif. Et du coup, quel est l'impact de cette raison d'être sur les IFOGECœurs? Donc, IFOGECœurs, je n'ai pas traduit, mais ce sont les collaborateurs d'IFOGECO. Oui. Quel est l'impact concret depuis que vous l'avez formalisé un petit peu plus avec Holacracy? Alors, en fait, c'est ce qui nous sert de phare, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a une belle idée, est-ce qu'elle sert cette raison d'être? Parce qu'en fait, des belles idées, on en a plein, hein. Enfin, de toute façon, on considère toujours qu'on a de belles idées, mais ce que je veux dire, c'est que en soi, c'est pas très difficile d'avoir des belles idées, mais des idées qui sont utiles à l'ensemble, au collectif, et donc à chaque fois, ça permet de passer au tamis en disant, bah, tiens, est-ce que ça sert vraiment notre raison d'être? Est-ce que, ouais, ok, c'est chouette. On est on est dans un monde qui se réinvente beaucoup. On a plein de choses. On est en ce moment aussi en train de se réinventer, si j'ai envie de dire, sur notre deuxième étape du digital. Et chaque fois qu'on va rentrer dans le détail, on va se reposer cette question-là en disant, mais in fine, ok, on se fait plaisir, c'est chouette, c'est beau. Est-ce que ça sert bien est-ce que ça sert bien notre raison d'être? Est-ce qu'on est bien au service de ce pourquoi on existe? Donc oui, c'est ça son impact. Et du coup, si ça est bien clair dans l'esprit de tout le monde, forcément, c'est entre guillemets beaucoup plus facile de libérer. Et moi, en tant que leader de premier lien, je vois mon rôle vraiment plus centré sur le fait que je dois veiller à ce que la raison d'être soit bien explicite, bien compréhensible par tout le monde, et puis m'assurer qu'elle est bien comprise par tout le monde. Et puis si parfois j'ai l'impression qu'il y a un petit écart, de travailler avec la personne ou les personnes pour voir qu'est-ce qui peut poser comme souci. Oui, donc il y a un vrai, c'est vraiment présente au quotidien en fait. Oui, Il y a une vraie place de la raison d'être. oui. Et au niveau des clients, est-ce que vous avez observé un impact, le fait que les infogékeurs du coup portent plus cette raison d'être? Est-ce qu'il y a un impact vis-à-vis des clients? Écoute, sincèrement, je pourrais pas te le dire parce on avait quand même une équipe qui était très, très tournée vis-à-vis de ses clients, très tournée dans la relation, dans le service, dans la réponse aux clients. Donc je suis pas sûr que, il y ait un impact perceptible de la part des je pense qu'il y a des améliorations, mais je suis pas sûr que ce soit très perceptible parce qu'il y avait déjà, dans la relation, beaucoup de choses qui, se passaient très bien et on était vraiment très au service de nos clients et on essayait quand même déjà, avant d'être utile parce que c'est ça en fait, notre objet. De toute façon, tu sais, on a des magasins, qui sont très pris par le quotidien, qui sont très pris par le business au quotidien. Donc, notre difficulté, elle est plus à essayer de prendre du temps pour faire des formations à long terme, mais le côté très j'ai une formation et elle me rapporte tout de suite, c'est bien ancré déjà chez eux. C'est plus les parcours un peu plus longs qui forment avec des résultats sur du moyen ou du long terme sur lequel il faut qu'on travaille. Donc tout ce qui semblait pas très utile avant était déjà par nature un peu rejeté par les magasins ou pas très suivi. Oui, j'imagine que du coup, ça vous a permis d'être plus recentré client, en tout cas sur les magasins. Mais c'était pas, en fait, si tu veux, c'était pas non plus l'enjeu de l'holacratie. On n'est pas passé en holacratie Mm. parce qu'on trouvait qu'on n'était pas centré sur nos clients, etc. C'était plus, nous, en interne, comment est-ce qu'on s'organise pour que, avec tous les talents qu'on a, on aille plus vite et mieux voilà, pour digérer les réformes, pour digérer le changement de monde digital et aussi ce changement de comportement de nos clients hein, Mhm. qui a touché d'autres secteurs de la distribution avant nous et qui est quand même maintenant déjà bien présent depuis quelques années et où tout le dynamisme de notre métier se fait. Donc, on était plus comment est-ce qu'on voilà, on s'adapte là-dessus que de se dire on est une organisation qui n'est pas cliento-centrée, je ne sais pas comment on dit, customer-centrée. Ok. Merci. Alors, on parle beaucoup en ce moment enfin, on parlait avant le Covid, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, je suis un peu, mais de la loi Pacte.
qui met en exergue ce concept de raison d'être. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu as creusé un peu ce sujet-là? Alors, j'ai un petit peu creusé ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on en pense ou qu'est-ce que j'en pense? Ben, c'est une bonne chose. À mon avis, ça ne va pas assez loin, mais c'est une très bonne première étape. Je pense que c'est très bien de commencer à donner un cadre juridique au fait que, en fait, finalement, il y était déjà quelque part avec l'objet social. Sauf que moi, je me souviens de mes premiers cours, l'objet social, on disait, bon, vous remplissez ça. Mettez très large, hein, parce que si un jour vous voulez changer d'activité, vous pouvez mettre que vous allez faire ça, mais que vous allez aussi avoir enfin, toute une liste de choses à l'après-vert qui perdaient du coup de son sens. Mais il y a des entreprises qui sont effectivement créées que pour rapporter, enfin, que pour des raisons financières, et j'ai pas d'état d'âme avec ça. Mais il y a aussi quand même plein d'entreprises du secteur privé, qui sont pas forcément dans des assos ou des choses comme ça, qui ont été créées, bien entendu, pour peut-être pour permettre voilà, d'avoir des résultats financiers et de ramener des dividendes aux actionnaires, mais avec quand même une autre raison d'être, une autre spécialisation. Et je trouve que c'est très bien de mettre le début du cadre. Pour moi, c'est le début du cadre. Je trouve que aujourd'hui, il faudrait que ça aille un petit peu plus loin, que ça puisse être un peu plus, ça puisse rentrer plus en détail. Mais c'est très bien. C'est une très bonne première démarche. Et on encourage le législateur à aller plus loin. Enfin bon, très modestement. Merci là-dessus. Là, on a encore quelques minutes ensemble. Du coup, je suis curieuse sur ton expérience de holacratie. Donc, j'entends que la raison d'être était un point fort. Est-ce qu'il y a eu d'autres apports de holacratie? Pas sur la mise en place, qu'est-ce que ça vous Ouais, alors apporte? c'est une réflexion. Enfin, je me suis reposé la question il y a quelques mois en me disant, tiens, finalement, si demain matin je crée une boîte, est-ce que je prends forcément l'holacratie? Euh, je sais pas, dans le sens où ce que je pense, c'est que si on part depuis une feuille blanche, on peut faire une entreprise libérée, et il y en a plein qui existent et qui sont tout à fait, j'ai envie de dire, remarquables, et enfin, et il y a plein de super expériences. Ce qui est certain, par contre, c'est que ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand on est dans une équipe avec pas mal d'habitudes, avec une certaine existence, avec des gens qui ont de l'expérience, mais du coup aussi qui ont aussi pas mal de croyances bien ancrées. Là, je pense que par contre, de s'appuyer sur l'outil qu'est Holacracy, c'est super important. Parce qu'il a un côté un peu heurtant, hein, quand même, on va se dire les choses, hein, ça bouscule beaucoup, mais je pense que c'est absolument nécessaire pour faire bouger les lignes. Et ça, si tu veux, je pense que tu vois, je serais resté sur une ligne en disant on va aller en entreprise libérée tout seul, on va faire un espèce de, en plus, je suis capable d'être très prétentieux, donc de dire que je vais faire un truc moi-même à ma sauce, où je vais prendre un peu les exemples des uns et des autres, le mieux, etc. En fait, je ne serais pas arrivé à grand-chose. Et qu'il fallait, parce qu'il y avait aussi cette part de travail que moi-même je devais faire, et parce qu'on est face à quelque chose de très structuré. Alors parfois, les équipes trouvaient que c'était un peu trop structuré, mais je pense que c'est nécessaire d'avoir ce côté très robuste pour que ça vienne un peu heurter nous faire toucher nos limites et casser nos habitudes. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et ça, par contre, j'en avais pas conscience quand j'ai décidé de passer en holacratie. Je l'ai découvert sur le tard, et je pense que c'est vraiment un bon outil pour ça. Merci. Alors, je vais commencer du coup à prendre des questions des participants. Hop, puisqu'il y en a déjà. Une première question de Anne. La raison d'être d'Ifogeco ne dit pas à quoi doit servir la performance du groupe. Entre parenthèses, ce n'est pas une fin en soi. Quel est le lien entre la raison d'être d'Ifogeco et celle de Monsieur Bricolage? Alors, la raison d'être de Monsieur Bricolage, enfin, il lui appartient, hein, j'ai envie de dire. Nous, on est un organisme de formation. Alors, on rentre pas trop dans la performance. Pourquoi? C'est en fait, enfin, nous, ce qu'on a voulu définir, hein, dans cette raison d'être-là, c'est-à-dire que on est là pour développer des compétences, mais le développement de ces compétences-là a une finalité qui n'est pas forcément qu'une performance économique, qui peut être une performance globale du groupe. Voilà. Sur Monsieur Bricolage, le travail a été fait, enfin Christophe avait fait le travail quand il est arrivé, d'ailleurs qui était assez intéressant, puisque, et c'est aussi une chose qui me plaît dans Holacracy, c'est aussi le fait de se dire, et ça a toujours été quelque chose
qui me semble important, c'est qu'une entreprise, on dit que c'est une personne morale, mais c'est une personne en fait, avec ses qualités, ses défauts, ses valeurs, sa raison d'être comme nous. On est, puis après on cherche des raisons d'être finalement, et qu'est-ce qui fait pourquoi on est. Et, enfin bon, on va pas aller sur ce terrain-là, mais c'est un questionnement qui nous porte depuis toujours et qui fait qu'on est certainement humain. Et je trouve que quand un dirigeant arrive, c'est pas lui qui refait la raison d'être de l'entreprise parce qu'elle est, enfin, sauf s'il la crée, mais sinon elle préexistait avec. Et le travail a été fait chez M. Bricolage justement en 2016-2017 sur le re-questionnement, ce qu'on appelait l'ADN, ce qui faisait ce qu'on existait, ce qui faisait notre génome particulier. Ils l'ont bien entendu, le travail qui a été fait a été de le réexpliciter, de le remoderniser par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, etc. Mais quelque part, et l'adhésion d'ailleurs des adhérents, puisque nous, on est des indépendants, elle s'est faite parce qu'ils se sont reconnus dedans et qu'ils se sont dit c'est bien les valeurs, c'est bien ce pourquoi on existe depuis toujours. Et je pense que même ce travail, il nous a permis d'être particulièrement résilients dans la période qui vient de se passer. Parce que je pense que la période qui se passe, elle réinterroge tout le monde sur un certain nombre de questionnements de sens et de pourquoi. Et les entreprises qui ont fait le travail, je pense, ça les aidera à passer plus facilement cette période, me semble-t-il. Merci. Bah, si Alors, ça les répond notes. à la question. Oui, si ça ne répond pas à Anne, je vous invite à le mettre dans le petit module et reposer votre question différemment ou sur des détails que vous souhaiteriez creuser. Est-ce que d'autres parties de M. Bricolage sont parties en holacratie du coup? Alors, on a expérimenté sur un magasin en même temps que nous. Il y a un magasin et ça c'était au départ d'ailleurs le souhait de Christophe de faire une expérience sur un magasin qui appartenait au réseau, pardon, qui appartenait à la centrale, puisque jusqu'à l'année dernière, on avait en fait un système un peu hybride avec quelques magasins, une soixantaine de magasins qui appartenaient à la centrale, qui historiquement avaient été repris pour des raisons défensives. C'était pas la volonté de devenir un groupe intégré, c'était juste pour éviter qu'ils partent à la concurrence. Et puis, l'immense majorité de nos magasins qui appartiennent à des indépendants. Et d'ailleurs, la structure elle-même, c'est nos indépendants qui sont majoritaires dans Monsieur Bricolage. Donc, l'expérience a été lancée sur ce magasin. Après, pour des raisons globales et stratégiques, il y a eu un recentrage de l'activité justement uniquement au service des adhérents et d'arrêter ce côté hybride qui représentait plus d'un handicap qu'autre chose pour nous. Et donc forcément, l'expérience avec la fin des magasins qu'on appelait intégrés, donc qui appartenaient au siège, s'est arrêtée, puisqu'on a en fait arrêté l'activité de magasin intégré. On en a pas mal parlé durant l'année 2019, ça fait partie d'un gros plan de réorganisation du groupe. Merci. Alors, une question ensuite. Quelle différence y a-t-il entre la raison d'être d'une entreprise libérée par rapport à des entreprises au why très prononcé, comme Apple? Cette raison d'être est-elle élaborée de la même manière? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une de différence. En fait, c'est pas pour moi, mais peut-être que là-dessus, je suis pas assez spécialisé là-dessus. Pour moi, en fait, ce qui me semble important en tout cas, c'est il y a des entreprises qui ne sont pas forcément libérées et qui ont des raisons d'être très affirmées. Et je pense qu'elles doivent plutôt bien s'en sortir. Ce qui me semble en tout cas moi important, c'est que si on va en entreprise libérée sans être au clair sur sa raison d'être et si on ne s'en sert pas comme phare, c'est très compliqué. Mais je ne suis pas sûr que. Après, on peut toujours, interroger sur la définition exacte de la raison d'être. Mais, mais pour moi, il n'y a pas de. C'est pas une différence de raison d'être. C'est juste que en entreprise libérée, sans raison d'être, je pense que c'est très compliqué. C'est utiliser un super outil sans avoir Le le moteur qui va sens au avec. départ. Super. Donc ça. Tac. On a une question par rapport au Covid, du coup, la situation du Covid que tu me dis avoir pas trop subi. Est-ce
cas, on en échangeait juste avant. En quoi est-ce que Holacracy vous a permis, si ça a permis, de passer la crise Covid? Alors, en tout cas, le fait que, alors nous sur l'holacratie, mais aussi que le groupe Monsieur Bricolage, enfin le siège qui n'est pas en holacratie, mais qui, bon, Christophe a quand même fait des choses enfin, qui en tout cas ont un sens par rapport à tout ça. Le fait qu'on se soit réinterrogé sur le pourquoi, sur le sens des choses, sur notre, justement nos raisons d'être, sur le rôle des uns et des autres, sur le fait qu'on a une communication qui est certainement plus mature entre nous, a fait que ça n'enlève pas les difficultés. Ça enlève juste le fait que quand il y a des difficultés, on a une. J'aime pas trop parce que c'est mis à toutes les sauces ce terme, mais on a certainement une souplesse, pour pas dire une agilité, en tout cas on a une transparence et une façon de communiquer entre nous qui évite d'en rajouter par rapport à la crise. Et du coup, on a voilà, une simplicité, une rapidité de communication, d'expression des choses aussi. Enfin, je dirais, pendant la période. Alors nous, en tant qu'organisme de formation, il y a eu des moments où on s'est protégé, hein, on s'est mis en activité partielle parce qu'il n'y avait plus le droit de rien faire. Et puis d'autres moments où on a recommencé à se réouvrir. Mais même dans les périodes compliquées, voilà, et l'équipe et chacun pouvait exprimer. Il y avait des fois, on faisait des réunions informelles et on faisait quand même des tours d'inclusion, on faisait quand même des moments où chacun s'écoutait, etc. Parce que c'est devenu une pratique dans notre façon de communiquer entre nous. Alors justement, tu parlais de CNV, tu as dit que vous l'avez mis en place. Est-ce que c'est compatible avec Holacracy? Comment ça se gère? Non, non, alors, pardon, je me suis mal exprimé. J'ai pas dit que j'ai dit qu'au moment où j'ai rencontré Holacracy, je m'intéressais à la CNV parce que je me disais qu'on ne peut pas, en tout cas, libérer enfin, libérer les équipes sans mettre en place un protocole de communication qui les aide, un, à parler et à exprimer les choses de manière à ce que ce soit entendable par les autres, et puis deux, à écouter aussi les autres. Ça, c'est important. Hein. Je veux dire, dans la communication, il faut que ça marche dans les deux sens. C'est pas simplement que ceux qui ont du mal à se faire entendre puissent se faire entendre, c'est aussi aider ceux qui ont du mal à écouter, à écouter. Donc c'est pas, à mon avis, aujourd'hui, c'est moins nécessaire. C'est pas incompatible, mais c'est pas forcément nécessaire. En tout cas, je ne ressens pas la nécessité aujourd'hui. Je me dis pas, tiens, il faudrait que pour qu'on aille plus loin, on se rajoute une formation en CNV. Oui, je vois bien effectivement ce que tu veux dire. On a une autre question de Gilles cette fois. La raison d'être dans une entreprise libérée doit-elle être élaborée de manière participative? Ouais, je pense. Je pense qu'en tout cas, il faut que ce soit un processus de. Il faut que, bien entendu, le premier lien. Après, je suis pas. C'est un point de vue, hein, mais je pense que le premier lien reste quand même celui qui va pouvoir l'expliciter, mais c'est pas à lui de l'inventer et à l'écouter. Je pense que c'est important d'écouter tout le monde, que tout le monde participe à ça. C'est aussi une bonne manière aussi voilà. Euh, Après, il faut aussi écouter ce qui s'est. Enfin, l'entreprise, elle préexistait avant moi, avant nous, et il faut aussi il faut écouter aussi même ceux qui n'étaient pas français, qui sont plus là, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle a existé, pourquoi est-ce qu'on l'a créée en fait, à quoi elle correspondait, et, euh, elle doit aussi écouter, j'ai envie de dire, ses clients. Elle doit aussi écouter ceux à qui elle répond et elle rend service. Alors justement, est-ce que vous avez un process, vous, pour la définir ou comment ça s'est passé pour la définir? Écoute, on avait travaillé ensemble, mais j'ai complètement oublié de comment on l'avait fait, tellement ça s'est bien passé. Ouais, on avait mis un petit process de mémoire en place. Non, Marion? On avait eu un process ensemble. Je pense que ça avait été défini avec Bernard-Marie ou peut-être lors du séminaire, mais pas de Oui, process les un deux peu premiers plus long. jours, ouais, dans les deux premiers jours, on avait regardé et on avait fait un travail de réappropriation. On en avait déjà une qui existait et on avait regardé et on l'avait un petit peu affiné d'ailleurs.
on l'avait un peu affiné. Oui, exactement, c'est ça. C'était dans les 2 premiers jours avant de décider de se lancer en holacratie. Ouais, en fait, c'est ça, exactement ça. Et pour qu'on soit tous bien au clair là-dessus. Et du coup, est-ce que vous avez un process pour le faire évoluer ou parce que tu parlais des clients notamment Écoute, qui pour devaient l'instant, non. participer? Mais tout le monde est libre d'apporter, s'il sent qu'il y a une tension par rapport à ça, tout le monde est libre d'apporter ça à un moment ou à un autre et de dire qu'il lui semble que voilà, il y a une tension par rapport à ça, ça ne semble pas correspondre exactement et il faut peut-être se poser la question. Et pour l'anecdote, enfin, nous, on avait fait ça une fois, de demander aux clients effectivement le retour sur la raison d'être et sur le logo aussi, parce que le logo, c'est aussi l'identité. Et du Ouais. coup, le feedback des clients est assez intéressant. On se rend compte qu'on projette beaucoup des choses sur l'entreprise et en fait, la perception du client n'est pas la même, quoi. Le réel apport n'est pas le même. J'attends de voir, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les participants, je vous laisse les mettre. Du coup, je suis curieuse là, sur votre pratique de holacratie. Est-ce qu'il y a des chantiers en cours ou des choses sur lesquelles vous travaillez pour aller vers plus de self-management ou libérer plus l'entreprise? Quelles sont les prochaines grosses étapes, on va dire, parce que ça fait 2 ans maintenant que vous pratiquez. Donc, qu'est-ce qui vous manque pour arriver à une pratique plus mature, on va dire? Eh ben, écoute, c'est la question c'est la tension qu'ont amené certaines personnes. Là, c'est sûr qu'avec le Covid, il y a eu besoin de faire beaucoup de réunions ensemble, tous ensemble, d'être moins par cercle. Et le questionnement de chacun. Alors, on a un travail là sur la conception pédagogique où on repose un petit peu toute notre offre qui est en cours. Et le besoin et la demande de l'équipe, c'est de dire OK, très bien. Et après, comment est-ce qu'on remet ça et qu'est-ce qu'on change ou pas. Donc, il y a eu 2, 3 personnes qui ont émis sur une équipe d'une petite vingtaine, un peu moins d'une vingtaine, qui ont émis le souhait dès que le travail est fait, donc à la rentrée, de se re-questionner là-dessus et, et moi de veiller avec beaucoup de bienveillance, de dire OK, j'ai pris, j'ai entendu et on se reposera la question, mais de pas forcément apporter les réponses, de voir comment est-ce qu'on va faire. Donc oui, ça fait partie je pense que de toute façon, ça fait partie de boucles où régulièrement, il y a des rétroactions et on se pose des questions et on s'interroge de se dire est-ce qu'il faut, voilà, est-ce qu'on est OK avec tout ça, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on fait évoluer. On a déjà, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas trop touché l'holarchie, mais on l'avait à un moment. Moi, j'aime bien les organisations, donc on avait fait des trucs très sophistiqués, très jolis, très beaux sur le papier, mais qui étaient trop lourds. Donc, il y a eu besoin de tout simplifier. Et puis, en simplifiant tout, on va peut-être un peu trop loin. Donc, maintenant, il va falloir revoir un petit peu, reposer, voilà, peut-être reposer les choses. Mais on va le faire ensemble, justement. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est très reposant pour moi. Alors, on a une autre question qui demande, une personne, avez-vous mis en place des outils de communication spécifiques comme forum qui n'existaient pas et qui ont bien marché? Est-ce qu'on a mis des outils de communication spécifiques? Non, on s'est déjà bien réattribué. On s'est bien réattribué. Nous, on est sur Office 365, donc on s'est bien réattribué tout ce qui est Teams, etc. On essaye de garder, voilà, d'utiliser ces choses-là. Ce qui était assez intéressant dans la structure, on a Ifogeco et puis on a une petite structure qui est basé sur la sécurité, qui était un de nos anciens prestataires qu'on a racheté il y a 2 ans. Alors, ils sont pas à côté de nous, ils sont dans l'Est de la France. Enfin, 2 sont dans l'Est de la France et un autre est dans le Sud-Ouest, donc ils sont plutôt répartis géographiquement. Et on avait du mal à les intégrer. Et en utilisant des outils, bon, avec plus de télétravail ou de oui, travail à distance, et bien en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien faire des réunions distancielles plus facilement. Et surtout, ça mettait tout le monde à même niveau.
ceux qui étaient présents comme ceux qui étaient loin. Et on n'a jamais eu ces 3 formateurs aussi bien intégrés que depuis qu'on est tous en télétravail. C'est assez amusant. Alors qu'avant, on se disait, bon, il faut qu'on les fasse venir une fois par mois, qu'on fasse attention, puis qu'une fois par mois aussi, enfin, qu'on fasse une alternance, qu'on y aille sur place. Et puis en fait, ça ne marchait pas bien. Et là, le fait qu'ils soient juste dans notre rythme quotidien, comme nous, avec les mêmes outils que nous, bah, ça y est, ils sont complètement intégrés. Mais on n'a pas, non, on n'a pas créé d'outils particuliers parce qu'il y a déjà plein de beaux outils qui existent et qu'on n'a pas, on n'est pas une très grosse équipe, hein, donc on n'a pas besoin d'outils plus spécifiques. Et puis après, on utilise Glassfrog, voilà. Glassfrog, c'est le logiciel qui permet de voir la pratique de l'holacratie. Alors, il y a une personne qui demande, du coup, vous êtes combien dans l'holarchie de IFOG? Dans l'hierarchie, on est 16 plus 3, on est 19. C'est comme ça répond assez rapidement à cette question. Une question sur ton changement de posture en tant que dirigeant. Quels ont été les impacts de la pratique de l'holacratie sur ton changement de posture et qu'est-ce que ça a changé finalement pour toi en tant que dirigeant? Alors, ouais, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Alors, il y a différentes choses. D'abord, il y a le moment où tu as un petit peu peur parce que tu lâches prise. Tu lâches contrôle. Moi, je suis quand même j'étais assez contrôlant. Jamais assez pour moi, ce qui prouve que je pense que je devais l'être trop. Et donc, du coup, faut jouer le jeu de libérer et de lâcher prise. Et en se disant, bon, à la fin du fin, est-ce qu'on va quand même retomber sur les mêmes résultats, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs? 2 ans après, il n'y a eu aucun problème, on est resté sur les mêmes qualités de résultats. C'est-à-dire là où on devait s'améliorer, on s'est un petit peu amélioré, mais on reste encore. Et puis là où on était bon, on est resté bien. Euh, il y a eu, il y a eu le fait, et ça je me souviens, c'était un sujet intéressant. Il y a eu le fait aussi où moi, il a fallu que je comprenne que c'est pas parce que j'étais plus le manager à l'ancienne que je gardais pas un rôle particulier privilégié. Et je me souviendrai très bien, enfin je pense que je m'en souviendrai toujours, euh, ça faisait quoi, 2, 3 mois qu'on était en holacratie, et j'avais quelqu'un dans l'équipe à l'époque qui posait quelques qui avait du mal à être au rendez-vous. Et un jour, j'étais en entretien et je l'entends qui part. J'ai cru qu'elle avait posé 2 jours. Parce que visiblement, j'entendais dans les couloirs que visiblement, elle était très, très contente de partir, etc. Donc, je lui dis, tiens, elle a posé 2 jours et elle part. Et en fait, non, j'apprends que elle est partie. Elle avait été nommée par un cercle sur un rôle et elle était partie 2 jours en immersion dans un magasin alors que c'était plutôt quelqu'un de ses. Et là, je me suis dit, waouh, si c'est ça, holacratie, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, il dépense comme il veut, ça ne va pas le faire longtemps. Donc, je me souviens, j'ai appelé Bernard-Marie, je lui ai dit, attends, Bernard-Marie, il faut qu'on discute parce que ça ne va pas du tout. Et avant que je râle, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que une des choses que j'ai compris, c'est que c'est pas parce qu'effectivement, euh, je n'étais plus le boss à l'ancienne, que je gardais pas peut-être cette qualité qui faisait peut-être, pour reprendre ce que disait Bernard-Marie, dire si tu as été le boss, c'est qu'à un moment, tu avais peut-être une qualité de regarder un peu plus l'ensemble et les choses de manière générale. Et ça reste une qualité que tu ne dois pas exiger des autres. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as libéré les autres qu'ils vont tous toujours penser en même temps à l'équilibre entre la compta, entre la formation, entre l'écoute des clients, etc. Et que ce rôle-là, finalement, ça reste le tien. La seule chose, c'est qu'il faut que tu l'énergises différemment, il faut que tu le mettes en règle de manière plus explicite, et que voilà. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est aussi, je me suis rendu compte à quel point on venait me demander parfois mon avis pour des choses sur lesquelles j'étais absolument pas forcément pertinent. Et puis surtout, c'est que, enfin, j'ai un exemple précis. Tous les mois en fin septembre, début octobre, on a le grand salon Monsieur Bricolage entre les fournisseurs et les magasins. Et généralement, on est présent dans ce salon sur 2 aspects. Il y a des formateurs qui vont voir les nouveaux produits, tous les formateurs produits qui vont voir les nouveaux produits, qui rencontrent les fournisseurs, c'est une très bonne
c'est une très bonne façon d'être pour eux, pour apprendre les nouvelles choses. Et puis de l'autre côté, il y a nous, présents en tant qu'IFOGECO, au service de nos clients, etc. Et puis, il y a encore besoin de faire des formations, parce que le mois de septembre est un petit peu plus calme en termes d'activité, donc les magasins aiment bien faire des formations. Donc, c'est toujours un peu tendu dans la planification entre les formateurs qui veulent aller au salon et puis le fait qu'il faille aller faire des animations. Et donc, c'est vrai que chaque année, on me demandait comment est-ce que moi, toute puissance, je décidais qui allait au salon ou pas. Donc, je me faisais des nœuds à la tête en me disant, tiens, lui, il y est allé l'année d'avant, donc l'année prochaine, ce sera ça. Enfin, d'essayer d'être juste, quoi, voilà. Et donc, en 2000, ça devait être 2018, je pense, ouais, c'est ça, 2018, on arrive, on me dit, bah, tiens, Blaise, il faut que tu dises qui va au salon cette année. Je dis, bah, pourquoi est-ce que c'est à moi de dire ça maintenant? Bah si, c'est toujours toi qui l'as fait, ça. Ouais, mais bon, en quoi c'est dans mes rôles? Ouais, mais il y a un tel qui veut aller au salon et moi j'ai une planification de magasin, etc. Et ils veulent absolument une formation. Je dis, bah écoute, tu vas la voir, tu lui exprimes ta attention, puis tu vois avec elle. 2 jours après, il y a la formatrice qui passe et qui me dit, oh tiens Blaise, il faut que tu me dises si je peux aller au salon. Bah, pourquoi est-ce que c'est à moi de décider ça? Ouais, mais parce que, voilà, moi je voudrais aller au salon pour faire ça, ça, ça et ça, mais on me dit que. Je dis, bah, tu vas voir la personne qui fait la planification et puis tu parles de ta tension. Puis elles sont revenues 2 minutes après en me disant, bah, en fait, c'est bon, c'est réglé, on a décalé la formation, moi je peux la faire à ce moment-là, et puis comme ça, je peux aller une journée au salon. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, en fait, on me demandait mon avis pour des choses, alors parce que c'était l'usage, hein, parce que c'était l'habitude, parce que ça se faisait avant que j'arrive, pour des choses sur lesquelles. Et ça m'a libéré du temps, en fait. Ça m'a libéré du temps et ça m'a laissé aussi de la légitimité pour aller faire des choses très précises, de détails, voire même d'animer des formations sur quelques domaines. Je ne suis pas un bon formateur, mais sur quelques domaines sur lesquels j'ai un peu de savoir savant. Et voilà, je me suis autorisé à plus rentrer dans le détail, puisque du coup, je n'y vais pas avec la casquette du chef, qui fait que, oula, s'il commence à s'occuper de ça, ça veut dire que je ne le fais pas bien, et donc, du coup, j'ai intérêt à m'inquiéter. Donc, ouais, j'ai économisé du temps, ouais. Et du coup, tu as trouvé des rôles dans lesquels, des rôles plus opérationnels dans lesquels te réépanouir? Oui, oui, oui. Bah, entre autres, justement, sur la prise en main de quelques formations, et puis aussi de m'occuper aussi de certains projets qu'on n'avait pas eu forcément le temps à- de mener à bien avant, tout simplement, Mhm. parce que généralement, je ne chôme pas, quoi. Super. Est-ce que du coup, dans les personnes, dans les collaborateurs, les IFOGECAR, est-ce qu'il y a eu des révélations, des gens qui se sont révélés, ou au contraire des gens qui n'étaient pas compatibles avec le système et qui sont partis? Les deux. Les deux. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. C'est-à-dire que euh, euh, il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément déjà très à l'aise avec le système, enfin avec notre environnement, avec nos qualités et nos défauts. Et j'ai envie de dire, au lac Rassi, il y a eu un espèce d'effet de vague, c'est-à-dire que dans un premier temps, ils ont cru que ça allait les aider à se sentir mieux, et puis après, au contraire, ça les aidait à se rendre compte que c'était vraiment pas le secteur ou l'entreprise dans lequel ils étaient le plus épanouis. Et puis à l'inverse, il y a eu aussi des personnes qui étaient un petit peu peut-être réservées ou dont le rôle n'était pas forcément bien apprécié de la part de tout le monde et qui se sont mis à énergiser des rôles différents ou avoir un rôle où on s'est rendu compte que leur rôle était finalement beaucoup plus essentiel et beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Et là, aujourd'hui, euh, l'étape d'après dans laquelle on essaye de travailler, c'est de donner à plus de monde les outils pour pouvoir justement être plus polyvalent dans un certain nombre de, de rôles. Est-ce que tu peux développer ce point-là? Bah, clairement, nous, en fait, on a la réforme enfin, quand on s'est organisé en 2014, on avait lancé les premières formations distancielles, sachant que bon, on a un montage financier juridique un peu compliqué qui fait que en fait, on est un organisme de formation qui appartient au groupe Monsieur Bricolage, mais on est un organisme de formation
véritablement indépendant et en fait, on est rémunéré que quand on fait des actions de formation telles que la loi l'entend. On se refinance auprès des OPCA, enfin, OPCA autrefois et OPCA aujourd'hui. Donc, tout ce qui était e-learning, etc., avait du mal à être financé par les OPCA il y a quelques années. Donc, on avait pas mal travaillé là-dessus. Et là, on veut passer sur une forme de digitalisation plus souple encore, en utilisant toutes les dernières formes d'outils qui existent en digital, et puis surtout de faire des parcours où on arrête d'opposer digital et présentiel et on intègre un peu tout ça. Et pour le faire, toi, il y a 4-5 ans, j'avais spécialisé 2 personnes. Et là, au contraire, j'ai dit, à part les comptables, on a 2 comptables pour tout ce qui est financement et puis les comptabilités des 2 entreprises, à part les comptables, et encore, on se devra de leur expliquer ce qu'on fait, etc. Tout le monde se forme aux outils pour que soit il est capable de les comprendre, soit il est capable s'il a envie de fabriquer, il puisse fabriquer quelque chose. On ne s'interdit pas. C'est pas parce que je suis juste dans la relation avec les magasins que si j'ai un talent je sais pas, pour faire des petites vidéos rapides, eh bien, je puisse pas le faire, etc. Donc tout le monde, moi aussi, se forme aux outils et pour qu'on ait une véritable possibilité de passer d'un rôle à l'autre. Parce que ce qui est important, c'est que pour que quelqu'un puisse prendre un rôle, et ça avait été fait partie d'ailleurs de l'attention dont je parlais tout à l'heure, c'est que c'était aussi de se rendre compte que il fallait aussi définir une règle qui était d'ailleurs inscrite dans ce qu'on avait mis dans la CRACI dès le départ, mais auquel on n'avait pas fait attention, c'est que quelqu'un ne peut prendre un rôle que s'il est réputé y être compétent. On ne prend pas juste un rôle parce qu'on a envie de le faire. Il faut aussi qu'on soit capable de l'assumer. En soit on se forme et il y a l'apprentissage, il y a une forme d'apprentissage, soit on est déjà réellement compétent. Et là, l'idée, c'est d'ouvrir le champ des compétences de tout le monde. Et chose que j'aurais certainement pas faite il y a 4-5 ans, de dire, allez, on y va tous. Parce que ça coûte un petit peu, hein, c'est un investissement, mais je pense que ça permettra une vraie polyvalence ou une vraie bonne compréhension de tout ce qu'on fait et de la transformation qu'on fait. Je ne sais pas si je suis clair. Si, très clair. Si participant, vous trouvez qu'il n'est pas clair, vous pouvez me reposer vos questions. Est-ce que la définition de la raison d'être a eu un impact sur vos processus RH, processus d'entretien, processus de recrutement? Est-ce que du coup les collaborateurs sont évalués par rapport à ça ou il y a quelque chose qui est fait? En fait, nous, c'était une reformulation ou une réappropriation de la raison d'être. On ne l'a pas vraiment, enfin, elle était quand même, elle était pas cachée ou abandonnée. Donc, en fait, on était déjà un peu câblé là-dessus. Enfin, je veux dire, dans notre façon de faire, on était déjà avec pas mal de choses qui étaient câblées là-dessus. Alors oui, on a retoiletté un petit peu, mais pas de manière significative, parce que je pense qu'on était déjà pas mal. En tout cas, on n'a pas de tension par rapport à ça. On n'a pas l'impression que des gens sont soit très bien ou très mal évalués sur des critères qui n'ont aucun rapport avec nos métiers et la raison d'être qu'on doit fournir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi tu voulais ajouter par rapport à la raison d'être, Blaise? Non, juste dire que je pense que la période, alors on n'a peut-être pas fini de la passer, mais en tout cas la période, moi il m'a semblé et c'est que vu de mon petit point de vue, mais il m'a semblé que la période qu'on traverse fait que on va beaucoup nous réinterroger là-dessus et qu'il va falloir qu'on soit très sincère par rapport à ça. C'est-à-dire d'avoir une raison d'être explicite et qu'on soit vrai par rapport à celle-là. C'est-à-dire que je crois que il n'y a pas de jugement de valeur à avoir par rapport à une raison d'être. Il y a plein d'entreprises différentes avec plein de raisons d'être différentes et c'est très bien et c'est la diversité du monde. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que et l'entreprise ou les gens se mentent par rapport à celle-ci. Parce que je pense que dans des périodes comme ça exacerbe les questionnements et ça exacerbe les différences ou les petits biais. Alors, on a toujours nos petites zones d'ombre ou de contradiction et puis on est toujours beaucoup moins bien que ce que l'on aimerait être, hein, heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui nous fait progresser. Mais il faut quand même qu'on essaye d'être le plus aligné possible.
Et c'est l'alignement en fait de l'ensemble qui va faire fonctionner les choses. Et je pense que des périodes comme ça renforcent, en soit en entreprise libérée ou pas, renforce ce besoin d'alignement, de vérité. Et il me semble, mais je n'ai pas d'études statistiques, hein, c'est juste une perception avec tous mes biais, mais il me semble que c'est aussi particulièrement vrai dans la jeune génération qui arrive, qui a besoin une vraie, euh, une vraie sincérité par rapport à ça. Ouais, c'est vraiment dans une vraie sincérité, qu'on soit très sincère par rapport à ça. Merci Blaise, merci aux participants pour vos questions. On organise d'autres webinaires. Donc, le prochain sera un webinaire sur le management constitutionnel holacratie. Ce sera le 13 juillet à 17h avec Bernard-Marie Chiquet. Vous aurez les informations dans le lien qui va suivre. Si vous êtes convaincu par ce nouveau mode d'organisation, vous avez plusieurs prochains pas. On a un parcours 360 qui est du coup digital pour découvrir le management constitutionnel de holacratie. On a une formation de praticien qu'on a passée intégralement en parcours en ligne qui se déroule. Là, on en a une qui va démarrer la semaine prochaine, puis après ce sera en septembre. Et puis on accompagne également les dirigeants de leurs entreprises dans ces transformations. Pour terminer, du coup, je te propose un petit tour de clôture, Blaise, sur en un ou deux mots sur ton expérience du webinaire. Ça permet de prendre du recul, ton apprentissage, un petit peu comme dans les réunions holacratie. Écoute, c'est chouette. Je regrette un peu, mais je pense que c'est pas possible de pas voir un petit peu les gens qui sont là, parce que bon, j'aime bien l'interaction, même si ça se fait. Je trouve que le non-verbal passe aussi avec les visios. Donc voilà, ça c'est peut-être un petit regret par rapport à ça. Donc du coup, donc voilà. Mais sinon, ouais, c'est toujours bien de se reposer et de se réinterroger là-dessus. Moi, je vous remercie pour vos questions. Merci Blaise pour ta présence. C'était très, très intéressant. Effectivement, le petit côté de la audio webinaire qu'on ne voit pas tout le monde, mais souvent on a pas mal d'inscrits, donc ce serait compliqué. Ça prendra beaucoup de bande passante d'avoir toutes les vidéos, mais on espère vous rencontrer peut-être physiquement prochainement. Bonne journée à tous.